Choisir Radio Mali pour vous informer. Il est 13 h à Bamako, la même heure à 100. Mesdames et messieurs, en vous espérant en santé, bonjour à tous et bienvenue aux informations. Une présentation de Broma Traoré et Fatou Djabi, voici les titres. Le Premier ministre lance la 26e édition de la quinzaine de l'environnement à 100. Au cœur du rendez-vous annuel, la lutte contre la pollution plastique et la désertification. Drissa Kone sera en direct pour nous en parler. Quel rôle pour la jeunesse dans la résolution des conflits armés en Afrique? Un homme politique congolais partage son expérience avec l'étudiant malien ici à Bamako. On a tué la démocratie, crie l'opposition au Burundi. Les partis au pouvoir remportent la totalité des sièges de l'Assemblée nationale selon les résultats provisoires des législatives du 5 juin dernier. Un vol de la compagnie aérienne Air India s'écrase avec 242 passagers à bord. Le crash a eu lieu ce jeudi, peu après son décollage dans une zone résidentielle. Dernière ligne droite avant la fin du championnat national de football Ligue 1, la 26e et dernière journée débute cet après-midi. Au tournant Maurice Révélo, le Mali affronte le Japon samedi pour la 5e place. Sommes-nous à l'abri des regards d'autrui, surtout des indiscrets? La question mérite d'être posée aujourd'hui, car le côté caché de chacun de nous est de plus en plus étalé sur la place publique à travers les réseaux sociaux. La chronique judiciaire de ce jeudi revient sur le respect de la vie privée. C'est tout pour les titres. Le Premier ministre général Abdoulaye Maïga est depuis ce matin à 100. Le chef du gouvernement vient de lancer la 26e édition de la quinzaine de l'environnement. Fatou Djabi. Oui, Broma Traoré, un rendez-vous annuel qui vise à sensibiliser l'opinion nationale sur la préservation de nos ressources naturelles. Cette année, la problématique de la pollution plastique et la désertification sont au cœur des débats. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Drissa Kone depuis Saint. Bonjour Drissa. Bonjour, la radio nationale. Bonjour. Alors, je le disais, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a lancé ce matin la 26e édition de la quinzaine de l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette cérémonie de lancement? Ce qu'on peut retenir de cette cérémonie de lancement, tout d'abord, c'est que le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, est accompagné de plusieurs ministres, dont le ministre de l'Environnement en charge de l'environnement du Mali, le ministre de la promotion de la femme, le ministre de l'Industrie et du Commerce, le ministre de la Culture, le ministre de l'Élevage et la Pêche, et plusieurs membres du CNT et plusieurs anciens ministres. Il y a aussi le ministre en charge de l'environnement du Niger et l'ambassadeur aussi du Niger, pour marquer un peu aussi la Confédération des États du Sahel. Et tous les maires, les 42 maires de la région des 100 étaient présents. Et il y a aussi les partenaires techniques et financiers qui se sont engagés vraiment à appuyer le Mali dans la lutte contre la prolifération des sachets plastiques et la désertification, la lutte contre la désertification, car pour eux, pour venir à bout du dérèglement climatique, il faut une mobilisation, il faut une dynamisation vraiment des efforts. Donc le ministre a instruit au ministre en charge de l'environnement, le Premier ministre a instruit au ministre en charge de l'environnement de prendre à bras le corps vraiment tous les engagements qui tiennent vraiment au président de la transition, au cœur du président de la transition. Donc sur place, il y a eu des remises de matériel d'assainissement. Après ce lancement, directement, le ministre est parti pour la plantation des arbres au niveau du bosquet. Il y a un bosquet qui va être érigé à 100 et ce bosquet est dénommé le bosquet AES. Et après cette plantation, le ministre a posé la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles de 100, parce que cela aussi tient à cœur du président de la transition. Et les légitimités traditionnelles se battent beaucoup pour la résolution des conflits, les solutions endogènes, et le Premier ministre l'a dit qu'il faut qu'il s'engage vraiment à résoudre les problèmes à la base. Et maintenant, nous sommes à Sanké, à la mare sacrée, et dans 30 minutes, il va lancer la pêche collective Sankémon. Voici en gros les grandes activités menées ce matin par le Premier ministre, le ministre de l'administration territoriale. Et
Il s'est rendu, dès qu'il est arrivé à Nevers, le Premier ministre s'est rendu dans la famille Traoré, c'est la famille fondatrice de la ville de San. Et la famille Traoré, vous savez que Bakore Traoré, c'est lui qui a fondé la ville de San. Donc le Premier ministre est rendu dans cette famille accompagné de toute sa délégation. Après, il est allé visiter le puits sacré. Ce puits qui a été découvert par Bakore Traoré, c'était un puits artésien dont l'eau y coulait tout le temps. Et donc il a rendu visite à ce puits, une visite guidée. Et voilà un peu les grandes activités de ce matin du Premier ministre et sa délégation. Merci beaucoup Drissa Kone pour ces précisions données. D'autres informations à suivre dans nos prochaines éditions. Et de ça, nous revenons ici à Bamako où des grands travaux sont engagés pour curer les caniveaux et collecteurs en ce début d'hivernage. Le but est de ne plus revivre le calvaire de l'année dernière. Oui, les ministres de tutelle étaient récemment sur le terrain pour s'assurer du bon déroulement de ces travaux. Une de nos équipes également s'est également rendue dans certaines communes pour y voir plus clair le constat d'Ibrahim Kaoukonate. Tienkolé, Farakoba, Bankoni en commune 1, Moussabougou, Djanegela et Nyamakoro en commune 6 sont parmi les quartiers concernés par cette opération de curage des caniveaux. Objectif, assurer le bon fonctionnement du réseau de drainage des eaux pluviales. Jonathan Poudjougou, représentant de la mairie de la commune 6 à Moussabougou. Nous avons procédé à l'identification d'un certain nombre d'ouvrages, caniveaux et collecteurs en vue de les curer. Et l'objectif vraiment final, c'est de ne plus revivre ces souvenirs que nous avons connus il y a 2 ans. Bien avant, en 2013 aussi, nous avons vécu le même cas. Nous avons commencé à Moussabougou ici, où tout le long, à partir du 3e pont, en partant vers le viaduc de Irimadio, l'État est en train d'accompagner les collectivités pour pouvoir vraiment donner ce qu'il peut afin de minimiser les risques d'inondation. Amadou Koulibaly, maire adjoint chargé de l'assainissement en commune 1. En commune 1, les collecteurs ont été pris en charge, plus certains caniveaux. 3 collecteurs, le Tchenkolé, le Moulbalni et le Frakoba. Après, il y a eu la rue Samba Diallo, passant de Nelson Mandela en traversant la commune 1 et la RN27 qui est en chantier maintenant. Et la mairie plus nos services techniques, nous sommes en train de suivre les travaux et l'évacuation des débris. Lancé depuis le 15 mai dernier par les plus hautes autorités, les collectivités et la population s'activent au quotidien pour la réussite de l'opération. Mariam Samake, citoyenne. Pour éviter ce qui s'est passé l'année passée, il faut aller dans la prévention. Donc vraiment aller nettoyer les caniveaux, les fossés, les nids de marigots, sensibiliser la population à arrêter certains comportements, genre jeter les ordures n'importe où et n'importe comment, aller boucher les caniveaux. Pour une bonne évacuation des eaux pluviales, cette opération préventive initiée par le gouvernement permet d'éviter de nombreux désagréments dans la capitale. Oui, ici dans la capitale, un homme politique congolais partage son expérience avec les étudiants sur les conflits armés en Afrique et surtout le rôle de la jeunesse dans leur résolution. À l'initiative de l'Institut des sciences politiques, relations internationales et communication de Bamako, le conférencier revient sur les origines de la crise en République démocratique du Congo, le compte rendu de Batraoré. Les pays du Sahel et beaucoup d'autres pays africains connaissent de nos jours des conflits armés. Suite à ces crises, des populations civiles perdent la vie, des femmes sont violées et des enfants enrôlés des forces dans les opérations de terrorisme. Ce constat est fait par Sylvestre Danyonsi Makampo, homme politique de la République démocratique du Congo, conférencier du jour. Il a choisi l'Institut des sciences politiques et relations internationales et communications pour faire l'historique du conflit en RDC. Sylvestre Danyonsi Makambo, conférencier. Les origines sont purement économiques. Les perspectives d'avenir, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un soutien africain, mondial, comme l'a su bien souligner avec la résolution du Conseil des Nations Unies en demandant à toutes les forces négatives de se retirer du Congo. Donc il faudrait que les forces négatives se retirent et que la paix puisse revenir au République. Les débats ont ensuite porté sur le thème du jour, rôle de la jeunesse africaine et panafricaine dans la résolution des conflits armés. À ce niveau, le conférencier place la jeunesse au cœur du dispositif de résolution des crises. Sylvestre Danyonsi Makampo. La jeunesse, c'est l'espoir du demain. Le continent aujourd'hui que nous avons a subsisté grâce à de renouvellement générationnel. C'est-à-dire la jeunesse d'aujourd'hui doit sensibiliser, doit dénoncer
tout acte d'ingérence d'un État africain envers notre État africain. Le conférencier dit avoir sillonné certains pays africains avant le Mali pour insister sur le rôle que la jeunesse peut jouer dans la résolution des crises. À 13h passées de 10 minutes, nous ouvrons l'actualité internationale de cette édition. Au Sénégal, l'ancienne ministre des Mines, Sophie Gladima, a été entendue hier par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Elle est soupçonnée de détournement du fonds public de près de 200 millions de francs CFA dans le cadre de la gestion du fonds Covid-19. Selon son avocat, elle a répondu de manière complète et sereine aux questions des juges. Au Burundi, la commission électorale a proclamé hier les résultats provisoires des élections législatives qui se sont tenues le 5 juin dernier. Le CNDD-FDD, le parti au pouvoir, en sort grand vainqueur avec plus de 96% des voix. Ce score permet au parti du président Évariste Ndayishimiye de rafler l'ensemble des 100 sièges en jeu à l'Assemblée nationale. Ses concurrents crient à la fraude et dénoncent un scrutin truqué. Les résultats définitifs doivent être annoncés par le Conseil constitutionnel. Ils sont quelques milliers de volontaires issus d'une quarantaine de pays à s'être donné rendez-vous en Égypte avec un objectif au marché vers Gaza. Ensemble, ils entendent faire pression pour que l'aide humanitaire entre dans l'enclave, j'y arrive, et pour demander à nouveau un cessez-le-feu. Mais Israël appelle les autorités égyptiennes à bloquer ce qu'ils appellent des provocations pro-palestiniennes. En République démocratique du Congo, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, est au cœur d'une affaire de détournement de fonds. Il s'agit de l'attribution d'un marché public de 29 millions de dollars à une société chargée de construire une prison à Kisangani dans la province de Chopo. Sur ce montant, 19 millions auraient été décaissés sans respecter les procédures de passation des marchés. Le ministre de la Justice récuse le procureur général près la Cour de cassation dans un courrier. Pendant ce temps, au Mozambique, le tribunal judiciaire donne un délai de 20 jours à l'opposant Venancio Mondlane pour préparer sa défense dans une action en justice intentée contre lui par l'État mozambicain. Maputo l'accuse d'avoir incité les violences post-électorales pendant lesquelles plus de 300 manifestants ont été tués. Les récentes rencontres avec le président Daniel Chapo ne semblent pas apaiser les relations entre l'opposant et le pouvoir mozambicain. Le monde n'a pas atteint son objectif d'éliminer le travail des enfants en 2025, selon l'UNICEF et l'Organisation internationale du travail. Elle révèle que près de 138 millions d'enfants travaillaient en 2024, dont 54 millions dans des secteurs dangereux. Même si plus de 20 millions d'enfants ont quitté le monde du travail depuis 2020, des millions d'autres sont toujours privés de leurs droits, précisent l'UNICEF et l'OIT. Et pendant ce temps, Brahma Traoré, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, est arrivé ce jeudi à Kiev, la capitale ukrainienne. Cette visite intervient après une attaque russe de drones et de missiles dans la nuit de mardi à mercredi sur Kharkiv au nord-est, la deuxième ville d'Ukraine qui fait 3 morts et plus de 60 blessés. Le Parlement israélien, la Knesset, a rejeté ce jeudi un vote préliminaire en vue de sa dissolution. Ce vote intervient après la conclusion d'un accord entre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et les partis ultra-orthodoxes de sa coalition qui menaçaient de faire chuter le gouvernement. 61 députés ont voté contre l'idée d'une autodissolution et 53 pour la convocation d'élections législatives anticipées. Et pendant ce temps, un vol de la compagnie aérienne Air India reliant Ahmedabad à Londres s'est écrasé ce matin peu après 8h temps universel. L'avion impliqué est un Boeing 787 avec 242 passagers à bord. Il se serait écrasé en dehors du périmètre de l'aéroport. Il devait rallier l'aéroport londonien de Gatwick. Selon les premiers détails révélés par la compagnie indienne, 169 Indiens, 53 Britanniques, 7 Portugais et 1 Canadien étaient à bord. Le Premier ministre britannique a très vite réagi et adressé ses pensées aux passagers et leurs familles dans ce moment profondément éprouvant. De son côté, le Premier ministre indien Narendra Modi a évoqué sur le réseau social X une épreuve déchirante. Enfin, au Liban, le procureur général a ordonné hier l'arrestation de l'ancien ministre de l'économie à l'issue d'une enquête de plusieurs semaines. Amin Salam est accusé de falsification et de détournement des fonds publics. Il lui est également reproché d'avoir utilisé à des fins personnelles des fonds de la caisse de cotisation des sociétés d'assurance placées sous la tutelle de son ministère.
À 13h14, nous revenons ici à Bamako. La correction des épreuves du diplôme d'études fondamentales se poursuit sur l'ensemble du territoire national. À Dioïla, le taux de correction du DF est de 60%. Le constat est fait par le gouverneur de la région en visite au centre unique de correction. Occasion pour Koulibaly, Mariam Koulibaly, d'insister sur la transparence et la vigilance. Une correspondance de Mustapha Doumbia. Le groupe scolaire Ngolo Sangaré est l'unique centre de correction du diplôme d'études fondamentales pour la région de Dioïla. C'est pourquoi la chef de l'exécutif régional, accompagnée du préfet, du maire et de l'administration scolaire, a tenu à se rendre dans ce centre pour s'enquérir de l'évolution de la correction du DF. Koulibaly, Mariam Koulibaly, gouverneur de la région de Dioïla. C'est de nous enquérir de l'état d'avancement des travaux de correction du DF. J'ai pu remarquer que le travail se déroule très bien. Le message qu'on a adressé à ces correcteurs, c'est d'être assidus. Vraiment, le travail qu'on leur a confié, il faut être très très attentif, faire le travail comme ça se doit, sans complaisance. Le centre de correction du groupe scolaire Ngolo Sangaré de Dioïla abrite 8 sous-commissions correspondant aux différentes disciplines, dont le français, les mathématiques et la physique-chimie. L'administration scolaire accorde une grande importance au bon déroulement du travail. Birama Daou, directeur de l'Académie d'enseignement de Dioïla. Cette visite nous est allée droit au cœur. On ne s'attendait pas à ça, mais cela dénote une fois de plus que vraiment les plus hautes autorités sont de cœur avec nous. L'enjeu majeur aujourd'hui, c'est une correction qui peut nous donner satisfaction. Une correction faite dans les normes de l'art. Et au jour d'aujourd'hui, à peu près 60% déjà les corrections sont effectuées. Rappelons que la région de Dioïla compte 9 962 candidats au diplôme d'études fondamentales. Dioïla, Mustapha Doumbia et Alassane Sangaré pour l'ORTM. L'actu des sports, c'est la 26e journée du championnat national de football Ligue 1 qui débute cet après-midi au tournoi Maurice Révélo. Le Mali affronte le Japon samedi pour la 5e place. Au menu également, le mondial des clubs 2025 prévu aux États-Unis. Voyons tout cela dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Abdelkarim Kaba. Championnat national de Ligue 1 professionnelle, la 26e et dernière journée démarre cet après-midi. À 16h30 au stade Mamadou Konaté, Afrique Football Elite sera face au Djoliba AC. Et à 18h15, l'AS Bakary Dian de Braouli en découdra avec l'US Bougouba. Demain vendredi, toujours au stade Mamadou Konaté, à 16h30, l'AS Police affronte l'USFAS. À la même heure, au stade Wenzen Koulibaly, Binga FC sera opposé aux 11 créateurs de Nyarela. Samedi, au stade Mamadou Konaté, l'AS Co rencontre le stade malien de Bamako et au stade Wenzen Koulibaly, l'AS Real de Bamako joue contre les Étoiles du Mandé, relégués en 2e division. À Bougouni, au stade Moussa Diakité, l'US Bougouni sera face au FC Diarra, déjà relégué en division inférieure. Football toujours, tournoi Maurice Révélo. Pour la 2e fois, le Mali affronte le Japon. À la faveur de la 5e place, le Mali affrontera le Japon samedi à partir de 15h temps universel. Le match pour la 3e place se joue dimanche. Auparavant, en demi-finale, demain vendredi, le Danemark joue contre l'Arabie Saoudite et le pays hôte, la France, affronte le Mexique. Mondial des clubs 2025, la FIFA sort le grand jeu avec un spectacle de football inédit aux États-Unis et une cagnotte historique. Du 14 juin au 13 juillet 2025, les yeux du monde seront tournés vers les États-Unis, hôte d'un événement inédit. La première édition élargie du mondial des clubs FIFA à 32 équipes. Un tournoi qui promet d'entrer dans l'histoire, non seulement par son format et son prestige, mais aussi par les sommes astronomiques d'argent mises en jeu. Ainsi, la FIFA a annoncé une dotation exceptionnelle d'$1 milliard pour ces tournois planétaires, du jamais vu dans le monde du football de club. Pour donner la mesure, la Coupe du Monde 2022 au Qatar avait distribué $440 millions. Le vainqueur du mondial des clubs 2025 pourra repartir avec un chèque de $100 millions, soit environ 65 milliards de francs CFA. L'Afrique sera représentée cette année par Al Ahly d'Égypte, Wydad Casablanca du Maroc, Espérance de Tunis et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Ces cadors du continent ne font pas le voyage pour figurer. Ils viennent pour se battre, pour briller et surtout pour écrire l'histoire du football africain.
À présent, la leçon de sport pour terminer. La leçon de sport de ce jeudi nous parle d'écran en basketball. L'écran donne de l'avance à l'attaquant qui pourra se démarquer plus facilement de son adversaire. Qu'est-ce qu'un écran? Quels sont les principes? Éléments de réponse dans la leçon de sport de ce jeudi avec Isaac Tchenou. En basketball, l'écran est une technique offensive consistant à utiliser son corps pour faire opposition au déplacement d'un adversaire et ainsi créer un décalage entre un attaquant et son défenseur. Youssouf Maïga, arbitre international de basketball, nous donne plus de précisions. L'écran est fait pour faire libérer son partenaire. Un écran est posé souvent pour permettre à son partenaire de se libérer. Généralement, c'est le pivot qui pose l'écran pour leur joueur aider ou un meneur pour lui permettre de se démarquer de son adversaire. L'écran doit respecter certains principes. Un écran est bien fait lorsque le joueur est arrivé à temps et au bon moment. Un écran mobile, c'est pas un bon écran, c'est une faute. Un écran est bien posé lorsque le défenseur a ses deux pieds au sol. Le joueur a ses deux pieds au sol et il n'y a pas de mouvement de rien, pas de mouvement du pied. Le pied reste au sol, pas de jeu de genoux, pas de jeu. C'est ça un bon écran. Un écran est bien posé lorsque le joueur est immobile et l'adversaire vient le trouver sur place, bien positionné. Il est également possible, pour accentuer le décalage, d'augmenter le nombre de poseurs d'écran. On parle alors de cascade d'écran. La mauvaise posture d'un joueur en écran est une violation, nous dit Youssouf Maïga. Un écran mal posé est sanctionné par une faute de contrôle. Une faute de contrôle, c'est-à-dire ton partenaire a le ballon et toi tu commets la faute, donc c'est ça une faute de contrôle. L'équipe adverse n'avait pas le ballon, donc la faute est appelée une faute de contrôle. En règle générale, on peut classer les écrans en deux catégories. Les écrans posés sur le joueur en possession du ballon, appelés écran porteur, et les écrans posés sur un joueur n'ayant pas le ballon à main, appelés logiquement écran non porteur. Chronique judiciaire. Sommes-nous à l'abri des regards d'autrui, surtout des indiscrets? La question mérite d'être posée aujourd'hui car le côté caché de chacun de nous est de plus en plus étalé sur la place publique à travers les réseaux sociaux, alors que la protection de la vie privée d'une personne est l'un des droits fondamentaux reconnus par la Constitution malienne et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et sa violation entraîne des poursuites judiciaires et pénales conduisant à un emprisonnement ferme de 6 mois à 7 ans. Galibou Pérou nous parle de la nécessité de préserver le petit jardin secret de chacun de nous. C'est le sujet de la chronique judiciaire en rediffusion. Derrière les promesses de confort et de commodité, nous sommes aujourd'hui sous surveillance numérique. Les données privées sont banalisées et mises à la portée du public. Issa Koulibaly, juge d'instruction au pôle de lutte contre la cybercriminalité. La vie privée désigne ce qui est personnel, par opposition à ce qui est public. En d'autres termes, c'est le droit au respect de l'intimité de la personne physique. Les atteintes à la vie privée ont été prévues, notamment les articles 125 à 129 du Code pénal. Au-delà, la loi 2019-056 du 5 décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité a prévu des infractions d'atteinte à la vie privée, comme les injures, les publications d'images contraires aux bonnes mœurs, les atteintes à l'intimité par le biais des technologies de l'information et de la communication de façon générale, mais également la diffamation, donc qui ne constitue plus un délit de presse depuis l'avènement de la loi sur la cybercriminalité, mais qui s'applique à toute personne utilisant les technologies de l'information et de la communication. C'est des dispositions qui répriment sévèrement les atteintes à la vie privée, d'une peine qui peut aller de 6 mois à 2 ans et souvent jusqu'à 7 ans, et d'une amende. Il peut aller souvent jusqu'à 10 millions selon les cas. Bien que réprimé par les dispositions nationales, le digital empiète sur la vie privée. Les données intimes sensibles sont récupérées, collectées, traitées, échangées, voire vendues pour prospérer et alimenter les entreprises. Des menaces planent donc sur la vie des citoyens. Le droit au respect de sa vie sentimentale, de sa vie familiale, du domicile, de la résidence, du secret relatif à la santé ou encore du droit à l'image. Ça, c'est des éléments que la doctrine, la jurisprudence a prévus. Toute publication portant atteinte à la vie privée peut faire l'objet d'une plainte adressée au procureur du pôle de lutte contre la cybercriminalité ou soit par la voie de la saisine par constitution des parties civiles. Si les éléments de l'infraction sont établis, à savoir les 3 éléments de l'infraction, l'élément matériel, l'élément légal et l'élément intentionnel. Si ces éléments se retrouvent, alors on est en face de la violation de la vie privée.
Volontairement ou involontairement, l'homme dicte désormais sa vie et chacun est responsable des actes qu'il pose sur les autoroutes du numérique. On doit vérifier d'abord ce qu'on publie. Ce qu'on doit aussi dire, c'est par rapport aux utilisateurs des forums de discussion, communément appelés les groupes WhatsApp. Sur ces groupes, on doit vérifier d'abord tout ce qu'on publie. Et ce qu'il faut signaler à ce niveau, c'est que même la responsabilité des administrateurs de ces groupes-là peut être engagée du fait de laisser les contenus illicites, d'injures, diffamations sur ces groupes sans les supprimer. Les administrateurs des forums sont comme des producteurs audiovisuels. Donc, les responsabilités peuvent être retenues à ce titre. En apparence gentils, les géants du numérique limitent pourtant la possibilité aux usagers d'effacer les publications, donnant du coup à l'action publique d'ouvrir une enquête à tout moment jusqu'à l'annonce du décès du présumé auteur de l'infraction. Le cyberespace, c'est un espace sans frontières, c'est un espace atemporel. Tout ce qu'on laisse souvent pour toujours. Donc dès lors qu'on est sur le cyberespace, on doit faire attention. On doit utiliser les technologies de l'information et de la communication à bon escient. La publication de contenus illicites, d'injures, de diffamations, d'atteinte à l'intimité par publication d'images contraires, alors peut engager la responsabilité de la personne qui le fait et qui doit répondre devant le juge. La vie privée est-elle morte à l'ère du numérique? Néanmoins, elle est menacée sous les pixels et algorithmes sans visage. Pour que notre vie privée redevienne sacrée et non une marchandise, l'homme moderne doit avoir à l'esprit que le cyberespace est encadré et il est incompatible au contenu illicite. Voilà qui est bien dit, Garibou Pérou, en espérant donc que vous avez pris bonne note. Prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Vous l'aurez donc compris, c'est la fin de cette édition mise en onde par Absé Traoré et Fousséni Sissoko. Badji Touré a assuré la mise en ligne. Au microphone, nous sommes Bourama Traoré et Fatou Djabi. Juste après nous, Astan Tangara s'installe pour la lecture des avis et communiqués. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle fin de journée à vous, où que vous soyez.